Bonjour à tous, il est 13h30, nous commençons donc la conférence. Bienvenue à cette dernière session des webinaires du géomarketing. Donc les webinaires du géomarketing sont des conférences en ligne organisées par Asterop depuis le 20 mai 2014. Vous assistez à notre dernière conférence, présentée en direct, sur le thème « Les études de marketing, outils de connaissance de sa clientèle locale » avec notre partenaire TNS Sofres. Cette conférence durera environ 1 heure. Pensez à ajuster le volume de votre ordinateur ou de votre téléphone pour bien nous entendre. Et en ce qui concerne la présentation PowerPoint que vous allez visionner ainsi que l'enregistrement vidéo du webinaire, je vous expliquerai comment les obtenir en fin de session. Et tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maëlys Levasseur, je suis responsable marketing et communication à Asterop, donc basée à Paris. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui et je suis ravie de vous voir aussi intéressés par le sujet. J'espère qu'il répondra à toutes vos attentes. Donc, avant de commencer, je voudrais vous expliquer brièvement comment fonctionne notre outil de conférence en ligne, qui est GoToWebinar de Citrix. Vous avez un panneau de contrôle à votre droite, qui vous permet notamment d'afficher en plein écran le webinaire et de poser des questions. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de session, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Vous pouvez masquer le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche orange en haut à gauche. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais brièvement présenter Asterop, qui nous sommes et quelles sont nos missions. Donc Asterop est une société experte en optimisation de la performance des réseaux. On accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et jusqu'au déploiement de plans d'action plus opérationnels. Et c'est valable pour tous les secteurs, de la banque et assurance à la grande distribution, en passant par le secteur public ou encore le domaine de la santé et de la pharmacie. Notre expertise s'appuie sur les 4 piliers du géomarketing, c'est-à-dire le conseil avec notre équipe de consultants métiers, les prestations méthodologiques avec nos experts en statistique et data mining, les bases de données en partenariat avec des entreprises renommées telles que TomTom, LSA ou Altares du groupe Dun & Bradstreet, et la technologie avec notre suite Decisional Analyzer. J'en profite pour vous dire que cette année, nous fêtons nos 15 ans et vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur certains produits et certaines des données Asterop. Donc je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus ou tout simplement à nous demander en fin de webinaire plus d'informations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 2 intervenants de TNS Sofres. Donc, tout d'abord, j'accueille Karine Tartour, qui est directrice Innovation Finance et Services chez TNS. Bonjour Karen, et merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec Asterop aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir présenter ce webinaire aujourd'hui. Mon rôle chez TNS Sofres est d'accompagner les entreprises de l'univers des services et de la finance plus spécifiquement dans leurs problématiques d'innovation, en leur apportant une meilleure connaissance des attentes de leurs clients et prospects pour assurer le succès de leur offre d'aujourd'hui et surtout de demain. Merci Karen. Et notre deuxième intervenant, Maurice Benguigui, qui est directeur de clientèle consumer chez TNS. Bonjour Maurice et merci d'être parmi nous. Bonjour à tous, je suis également ravi de présenter ce webinaire aujourd'hui. J'accompagne depuis 15 ans des entreprises de tous secteurs, notamment dans l'univers de la grande consommation, de la finance et des services, dans leurs problématiques de compréhension de besoins et d'innovation. Merci Maurice. Et côté Asterop, j'ai le plaisir de vous présenter Julien Chambrion, qui est responsable de projet au département études et méthodes et qui est basé à Grenoble. Bonjour Julien, comment tu vas? Très bien, merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis pour ma part responsable de projet chez Asterop. Je m'occupe d'accompagner les clients dans leurs problématiques d'optimisation de la performance de leur réseau, que ce soit sous forme de typologie, segmentation, de points de vente ou de clients, mais également dans une démarche de modélisation de chiffre d'affaires ou de problématiques de maillage réseau. Merci Julien. Donc rapidement, le webinaire d'aujourd'hui se présente en 3 parties. Karen commencera par expliquer comment le géomarketing et les études de marché peuvent aider les entreprises dans leurs enjeux de croissance. Elle vous présentera la première étude de cas où les études de marché et le géomarketing sont utilisés pour répondre à une problématique de rationalisation de réseau dans l'univers bancaire. Maurice vous présentera ensuite la seconde étude de cas qui portera sur une optimisation de gamme dans l'univers alimentaire. Je laisse donc la parole à Karen. Merci Maëlys. Effectivement, toutes les entreprises sont de plus en plus soumises à des enjeux de croissance ou à minima soumises à des problématiques de gestion de la décroissance. Comprendre ses clients, ses prospects, anticiper leur comportement de demain sont des éléments clés pour pouvoir prendre les bonnes décisions et développer les offres adaptées.
Donc en ce sens, ces études de marché qui apportent cette connaissance des attentes des consommateurs, des usagers, sont de vrais outils d'aide à la décision. Toutefois, des analyses globales et nationales, apportées généralement par les études, ne vont pas suffire dans certaines situations. En effet, dans certains cas, il est nécessaire de pouvoir prendre des décisions sur la base d'informations très granulaires au niveau local. Et dans ce cas, l'alliance entre les études de marché et les géomarketing prend tout son sens. Pour illustrer notre propos, nous présentons donc deux cas, tels qu'annoncés par Maëlys, de deux univers très différents, où l'alliance des compétences études et géomarketing est particulièrement opportune. Plus précisément, ce que vont apporter les études, c'est une meilleure compréhension des consommateurs, savoir quels sont leurs critères d'arbitrage, leurs critères de choix, que ce soit pour un produit ou pour un service, afin que vous puissiez anticiper leurs attentes et leur comportement de demain. Les informations obtenues à partir de ce type d'études vont permettre de nourrir les outils de géomarketing. De son côté, le géomarketing va apporter un niveau de granularité et d'analyse plus fin, permettant d'aller plus loin en termes d'opérationnalité et ainsi pouvoir appliquer ce qu'on connaît des consommateurs pour prendre des décisions jusqu'à un niveau local. Donc dans cette première étude de cas, nous allons vous montrer un exemple où des données d'études alliées à du géomarketing ont pu répondre à des questions de rationalisation de réseau dans l'univers bancaire. Alors déjà, quand on parle de rationalisation de réseau, cela peut recouvrir différents types de problématiques. En effet, donc avec la montée en puissance du digital, les différents acteurs des marchés détenant un réseau de distribution physique, comme les banques, se posent différents types de questions sur l'optimisation de leur réseau. Comme par exemple, comment optimiser les approches cross-canal pour mieux fidéliser la clientèle, ou implanter de nouveaux magasins, de nouvelles agences pour conquérir certaines cibles encore attachées à l'achat en boutique. Enfin, comment optimiser un réseau d'agences, de magasins devenus moins rentables en raison d'une moindre fréquentation. Pour répondre à ces questions, côté TNS Sofres, il s'agit de mettre en œuvre une étude qui permet donc de comprendre, comme je le disais précédemment, le processus de choix des clients et ou prospects afin d'anticiper leur comportement de demain. Concrètement, il s'agit de pouvoir répondre à une question du type « Qu'est-ce qui se passerait si ?» Donc comme par exemple, que feraient mes clients si le réseau de distribution de ma marque était modifié? Que feraient mes clients si ma gamme de produits était changée? On va donc utiliser des études qui permettent donc de comprendre ces mécanismes de choix. Et à ce titre, il existe deux grandes familles d'études. La première grande famille, ce sont les approches dites monodimensionnelles. Donc ici, on va se concentrer sur l'évolution d'une seule dimension à la fois. Par exemple, sur la distance, comme dans l'étude de cas que nous allons vous montrer. On va chercher à mesurer la sensibilité des clients d'une banque à la distance qui les sépare de leur agence. En d'autres termes, on va chercher à répondre à la question « Que se passerait-il si la distance qui les sépare de leur agence actuelle était plus grande ?» La deuxième grande famille d'études, ce sont les études dites multidimensionnelles. On va s'intéresser ici simultanément à plusieurs dimensions. Par exemple, pour ce même exemple, on pourra s'intéresser à la fois à la distance et aux horaires d'ouverture. On cherchera alors à répondre à la question suivante. Que se passerait-il si la distance par rapport à leur agence bancaire était plus grande, mais que leur nouvelle agence ouvrait plus tard? Dans l'étude de cas que nous vous présenterons, et par souci de clarté et de simplicité de l'explication dans le temps imparti, nous serons sur une approche monodimensionnelle. Merci Karen. Asterop, pour sa part, va s'appuyer sur les études menées par la TNS Sofres et les décliner à un niveau local. En effet, très concrètement, nous serons capables de localiser donc chacun des points de vente, que ce soit du réseau ou des concurrents, de calculer les distances entre ces différents points de vente et de connaître le profil de chacune de ces zones. Nous allons pouvoir ainsi simuler pour tous les individus un modèle de choix intégrant la connaissance locale et en déduire une stratégie adaptée. Les choix alternatifs offerts à chaque individu, que ce soit changement de point de vente référent, fuite vers la concurrence ou orientation vers un canal non physique tel que le web ou le téléphone, pourront être ainsi probabilisés et intégrés dans des outils opérationnels. Je repasse à présent la main à Karen. Donc parlons à présent de l'étude de cas évoquée déjà plusieurs fois. Donc dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente du digital dans l'univers bancaire, comment peut-on rationaliser le réseau d'agences? Très concrètement, dans le cas qu'on présente, il s'agit précisément de savoir quelles agences il était possible de fermer. Derrière cet enjeu majeur, il s'agissait pour TNS Sofres et Asterop de répondre à deux principales questions. Donc d'une part,
quels sont les clients qui risquent de quitter leur banque si l'agence qu'ils fréquentent actuellement venait à fermer. Cette partie-là, c'est ce qu'apportera essentiellement la partie étude de marché. Et d'autre part, quelles sont les agences concrètement dont la fermeture a le moins d'impact négatif. Et c'est ce qu'apportera l'analyse géomarketing faite par Asterop. Plus précisément, voici la démarche qui a été entreprise pour répondre à cette problématique. Elle se décompose en 3 grands temps. Dans un premier temps, il s'agissait d'évaluer la probabilité que les clients continuent de fréquenter le réseau de leur banque si leur agence actuelle venait à fermer. Dans un second temps, il s'agissait d'identifier précisément les clients dits à risque, c'est-à-dire ceux risquant de ne plus fréquenter leur agence sans pour autant utiliser les autres moyens de communication mis à disposition par leur banque. Enfin, dans un troisième temps, sur la base des informations précédemment obtenues sur les clients, Asterop a pu simuler les fermetures d'agences, estimer l'impact potentiel et identifier ainsi les agences dont la fermeture représentait le moins grand risque. Rentrons un peu plus dans le détail de chacune de ces 3 étapes. Première étape, pour évaluer la probabilité que les clients continuent de fréquenter le réseau, nous avons interrogé un échantillon représentatif des clients de la banque en question à partir de son fichier. Cette probabilité, nous l'avons évaluée à partir de ce que nous appelons une courbe de découragement. Cela consiste à évaluer la probabilité que chaque individu se rende en agence en fonction de la distance temps qui le sépare de cette agence. La courbe de découragement est représentée graphiquement ici. En abscisse, la distance temps qui sépare les clients de l'agence. En ordonnée, la probabilité que les clients continuent de se rendre à l'agence en fonction de cette distance. Concrètement, dans ce cas, imaginons que l'agence actuelle se situe à 10 minutes. La probabilité que l'individu se rende en agence est de 75%. Si cette agence venait à fermer et que sa nouvelle agence d'accueil se situait à 15 minutes, la probabilité qu'il se rende en agence tombe à 50%. Ainsi, on évalue simplement le risque à ceux qui ne fréquentent plus l'agence à 25%. Cette courbe de découragement peut être faite à un niveau global, c'est-à-dire tout type d'opération confondue, ou par type d'opération bancaire. Deuxième étape, il a fallu extrapoler les résultats observés sur l'échantillon interrogé à l'ensemble des clients. Comment s'y est-on pris? Premièrement, sur l'échantillon, on a bâti une typologie d'individus relativement fine. Dans le cas présenté, il s'agissait d'une typologie en 11 groupes. Nous n'en présenterons que 6, légèrement modifiés ici pour des raisons de confidentialité. Deuxièmement, on a ensuite évalué la courbe de découragement pour chacun de ces groupes typologiques. Enfin, nous avons procédé à ce que nous appelons une réaffectation de la typologie sur la base client. Cela consiste à prendre très concrètement le fichier client de la banque et en fonction des données connues sur le client, d'identifier son groupe typologique et en déduire sa courbe de découragement. Quelques mots sur l'élaboration de la typologie. Par rapport à la problématique, TNS Sofres a fait le choix de dresser une typologie en tenant compte bien évidemment de données sociodémographiques, de données de revenus, patrimoine, mais aussi en tenant compte du type de canal utilisé, soit un rendez-vous face à face avec un conseiller en agence, appel téléphonique à son conseiller, un appel à une plateforme, en fonction du type d'opération. Pourquoi? Eh bien parce que nous savons que ces éléments permettent de créer des groupes distincts et expliquent bien le comportement et les attentes des clients vis-à-vis d'une agence physique. Voici l'exemple simplifié et modifié de cette typologie. Elle a été représentée sur 2 axes. L'axe horizontal représente le besoin de personnalisation de la relation. À droite, on retrouve les groupes ayant un fort besoin de personnalisation de la relation, qu'elle soit offerte par un conseiller dédié, comme pour le groupe qui se situe en haut, le groupe conseiller en agence, ou par d'autres moyens plus digitaux, comme pour le groupe qui se situe en bas, banque en mobilité. L'axe vertical, lui, représente le besoin de proximité physique. Tout en bas, par exemple, on va retrouver le groupe des pure players, Internet, exprimant très peu ce besoin, par exemple. Ensuite, comme je l'évoquais précédemment, nous avons évalué la courbe de découragement pour chacun de ces groupes typologiques. Suite à cela, nous avons procédé à la qualification du fichier client. Il s'agit donc de qualifier l'ensemble de la base, c'est-à-dire y compris les clients non interrogés dans notre échantillon.
Sur la base des informations disponibles dans le fichier, nous avons identifié le groupe d'appartenance typologique de chaque client et avons déduit sa courbe de découragement. Si nous arrêtions là la démarche ici, eh bien, c'est-à-dire à la phase d'étude de marché menée par TNS Sofres, nous détenons déjà un certain nombre d'informations riches d'enseignements, telles que la proportion de clients à risque, la description détaillée de chaque groupe typologique permettant de comprendre les différents modes de relations bancaires, et un fichier client enrichi permettant de savoir pour chaque client les canaux de contact à privilégier et sa sensibilité à l'éloignement de son agence, en général ou par type d'opération. Cependant, pour aller plus loin dans l'accompagnement, dans la rationalisation du réseau, nous utilisons ces informations pour nourrir les outils de géomarketing et apporter des réponses encore plus directement opérationnelles. Nous allons en effet intégrer toutes les informations fournies par la TNS Sofres dans notre outil de simulation stratégique et pouvoir ainsi simuler certaines modifications du réseau, donc fermeture, transfert ou réduction d'effectifs, et d'en mesurer l'impact sur les clients actuels. Plus précisément, d'identifier les clients qui vont se tourner vers une autre agence du même réseau, ceux plus sensibles aux nouvelles technologies qui seront plus enclins à se tourner vers d'autres modes de communication tels que le web, ou encore les clients à risque, les plus susceptibles de partir pour la concurrence. Ainsi, nous serons en mesure de probabiliser le choix des clients en fonction des données d'enquête et de la situation à laquelle ils sont confrontés de manière très concrète, en tenant compte à la fois du positionnement du réseau et de la concurrence. Une fois les choix probabilisés, nous pouvons hiérarchiser les agences en fonction de certains indicateurs clés, tels que le PNB, et ne retenir la configuration qui minimise les pertes pour le réseau. Et de manière encore plus précise, anticiper les impacts et les actions à mener sur les autres points de vente du réseau. Nous avons pris un petit exemple sur l'agglomération bordelaise, et donc cet exemple intègre à la fois les résultats de l'enquête menée par la TNS, les données clients, et donc l'introduction des richesses locales fournies par Asterop, c'est-à-dire le positionnement des points de vente, le profil des clients. Donc une première carte de la situation initiale de notre réseau d'agences bancaires, donc avec 10 points de vente, représentés avec des étoiles de couleur, ainsi que les clients correspondant de la même couleur sous forme de rond. À partir de cette situation initiale, nous allons lancer l'algorithme d'optimisation afin d'identifier les modifications à apporter au parc actuel. Donc en termes d'input, nous avons la typologie réappliquée aux clients, ainsi que les distances physiques entre chacun des clients et les différentes agences du réseau et des concurrents. Et le principe général est de rechercher le ou les agences dont la fermeture correspond à la perte de PNB minimale. Ensuite, nous verrons qu'il est tout à fait possible de personnaliser la recherche en fonction de certains critères. Donc, passons à présent donc à l'ajustement du réseau, donc la première étape de la rationalisation. L'algorithme nous fournit l'agence bleue au nord de l'agglomération comme étant l'agence prioritairement affermée, étant donné que c'est l'agence qui détient la plus forte proportion de clients digitaux, donc les moins sensibles au canal physique, et donc avec le risque de perte pour ceux-ci le plus limité. Donc nous pouvons voir sur cette carte donc la fermeture avec la croix rouge, avec une réaffectation automatique des clients de cette agence aux agences à proximité immédiate. Passons à présent à la seconde étape de rationalisation, avec la fermeture de l'agence verte au milieu de l'agglomération bordelaise, avec également le report dynamique des clients de cette agence nouvellement fermée aux agences à proximité, notamment l'agence jaune et l'agence violette. Et enfin, la troisième et dernière agence candidate à la fermeture est l'agence jaune tout au sud de l'agglomération, avec également le report des clients sur les agences restantes. Donc tout ceci pour illustrer que le module permet de hiérarchiser l'ensemble des agences et d'identifier par là même les agences qui minimisent les espérances de perte, tout en intégrant les comportements des clients issus des données d'enquête de la TNS. Donc ça nous permet d'identifier
les reports vers les agences d'accueil et d'identifier les agences à proposer à chaque client, ainsi que les évolutions à apporter à celles-ci, par exemple une évolution du nombre de TP, afin de faire face au report des clients des agences fermées. Il est à noter que plusieurs scénarios peuvent être testés en introduisant certaines contraintes ou critères spécifiques. Donc, par exemple, faire varier les critères d'éligibilité des agences à fermer, par exemple en fonction de l'ancienneté ou du nombre de TP, mais également faire varier les critères d'éligibilité des agences d'accueil, donc par exemple se restreindre à des agences d'accueil du même département, par exemple, ou en fonction du niveau de performance de celle-ci, et également lancer ces scénarios sur différents critères, donc que ce soit sur le PNB, mais ça peut être également sur le long cours ou sur le nombre de clients. Et nous pouvons également envisager un objectif différencié par zone géographique, donc par exemple des objectifs différenciés par département. Je laisse à présent la parole à Maëlys pour un petit sondage. Merci Julien. Donc un petit sondage pour savoir quel est le principal enjeu de votre entreprise aujourd'hui. Donc vous avez la question qui s'affiche à l'écran. On vous propose 3 enjeux principaux. L'optimisation des approches cross-canal, la stratégie d'implantation de nouvelles boutiques ou nouvelles agences, la fermeture de boutiques ou d'agences, ou aucun de ces choix. On vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage et continuer la présentation avec Maurice. Parfait, je vois que vous êtes nombreux à réagir, merci. Je vais pouvoir clôturer le sondage et partager avec vous les résultats. Donc on a 46% des participants qui ont pour enjeu principal l'optimisation des approches cross-canal et 39% qui n'ont a priori pas d'enjeu cité tel qu'ici. Par contre, on a une petite minorité qui est concernée par la stratégie d'implantation de nouvelles boutiques et nouvelles agences. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Je laisse la parole à Maurice. Nous allons parler d'une problématique très fréquente chez les annonceurs dans l'univers de la grande consommation, les optimisations de gamme de produits. Nous faisons chez TNS ce type de test depuis des années, donc ce n'est pas un élément nouveau. L'élément nouveau, c'est le prolongement que l'on donne aujourd'hui aux tests d'optimisation de gamme, analysés traditionnellement au niveau national, avec la possibilité d'optimiser les gammes zone par zone, magasin par magasin, grâce à la géolocalisation. Alors, de façon générale, quels sont les objectifs marketing de tests d'optimisation de gamme? L'objectif central est de construire une gamme de produits avec plusieurs parfums, produits, formats ou conditionnements par exemple. Et ce, dans plusieurs situations possibles, une toute nouvelle gamme, une extension ou une optimisation de la gamme actuelle, avec ou sans introduction de la concurrence. Chez TNS, nous travaillons quotidiennement sur ces problématiques via des outils de type Turf pour de très nombreux clients de tous univers. Là, vous voyez quelques exemples de clients de la grande consommation avec des intervenants dans l'univers de l'alimentaire ou de l'hygiène beauté. Mais nous utilisons ces méthodologies Turf dans beaucoup d'autres univers, comme les services ou la finance par exemple. Asterop, de par son expertise géomarketing, apporte de son côté une dimension locale à l'optimisation de gamme décrite par Maurice, en offrant la possibilité d'identifier la gamme idéale en fonction du profil de clientèle de chaque point de vente, et non plus de se restreindre à un niveau national. Nous illustrerons au travers d'un exemple concret de la plus-value de l'intégration de cette dimension locale afin de capter les spécificités des territoires d'analyse. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en s'intéressant à la problématique concrète que l'on va voir aujourd'hui. Dans le cadre d'un lancement d'une toute nouvelle gamme de légumes premium bio au rayon surgelé, il s'agit de sélectionner les meilleurs produits possibles, parmi 6, pour que la gamme ait le plus de potentiel possible auprès d'une cible large d'acheteurs au rayon surgelé dans une optique de recrutement. Alors, pour bâtir la gamme qui ait le plus de potentiel possible, cela implique de se poser 2 questions clés. 1. Quel est l'attrait de chaque produit? Et 2. Quelles sont les proximités entre les différents produits, c'est-à-dire les substitutions possibles entre les produits? En répondant à ces 2 questions, cela permet de déterminer comment se construit la gamme idéale,
à partir de quel produit et dans quel ordre de priorité. Pour répondre à cette problématique, on utilise une méthodologie de type TURF et on se base sur 3 questions simples. Les 2 premières, l'intention d'achat et la fréquence d'achat de chaque produit, servent à répondre à la question de l'attrait de chaque produit. La dernière est celle qui permet de déterminer les substitutions possibles entre les produits. La question est, si tel produit n'était pas disponible, lequel ou lesquels achèteriez-vous à la place? Ensuite, le modèle analyse les meilleures combinaisons possibles à travers les réponses aux 3 questions. Prenons un exemple concret. B et C ont le même niveau d'intention d'achat, certaines, mais il y a moins d'acheteurs mixtes AC que d'acheteurs mixtes AB. La combinaison AC permet donc de maximiser le nombre total d'acheteurs de la gamme. Après ces quelques mots de méthodologie, je vous propose de découvrir les résultats en commençant par l'attrait de chaque produit. Les produits sont positionnés en fonction de 2 axes. L'axe horizontal qui est le niveau d'intention d'achat, l'axe vertical qui est le niveau de fréquence d'achat. Cela permet de déterminer 4 quadrants. Les produits stars avec une bonne intention d'achat et une bonne fréquence d'achat, les produits niches avec une faible intention d'achat mais de bonne fréquence, les produits que l'on appelle faible rotation avec une bonne intention d'achat mais de faible fréquence, et enfin les produits losers avec une faible intention d'achat et également une faible fréquence. Donc on identifie 2 produits attrayants, que sont trio de légumes ail et fines herbes 400 g et haricots verts 400 g. Un produit assez attrayant mais plutôt niche, haricots verts 700 g. 2 produits moyens, trio de légumes 400 g mais en version nature, purée de légumes 400 g. Et un produit peu attrayant, à savoir les purées de légumes 700 g. Deuxième pilier de l'analyse maintenant, les substitutions possibles entre les produits. Alors comment ça se lit? Tout simplement, plus 2 produits sont substituables l'un par l'autre, plus ils sont proches sur le graphique. Donc seul compte la distance qui existe entre les différents produits sur le mapping. Il n'y a pas de sens sur ce type de mapping. Le fait d'être en haut, par exemple, n'est pas mieux que d'être en bas. Seul compte la proximité entre les produits. Donc là, on voit clairement 3 groupes de produits. Les purées de légumes 400 et 700 g, très substituables entre eux et qui sont très à part, quelque part, des autres produits, créant un univers bien distinct en termes de besoins dans l'esprit des consommateurs. Les haricots verts 400 et 700 g, très substituables entre eux également. Trio de légumes ail et fines herbes 400 g, qui est un peu substituable avec sa même version nature, mais pas excessivement. Intéressant, trio de légumes nature 400 g a lui plus de mal à se créer un univers de besoins spécifiques des autres produits. Il est en effet à la fois substituable à trio de légumes ail et fines herbes 400 g, mais aussi avec les haricots verts, particulièrement les 400 g. Si maintenant on rappelle le niveau d'attrait de chaque variété, fort en vert, moyen en orange ou faible en rouge, on peut commencer à deviner quelle sera la construction de la gamme idéale. Prenons 2 cas différents. Trio de légumes ail et fines herbes 400 g a un attrait fort et est moyennement substituable. On en déduit que ce produit sera un pilier de la gamme. A l'inverse, trio de légumes nature 400 g a un attrait moyen et est fortement substituable. On en déduit que ce produit ne sera pas un pilier de la gamme. Alors justement, découvrons la construction de la gamme idéale. On découvre l'ordre d'apparition des produits dans la gamme en fonction des 2 critères que nous avons vus précédemment, à savoir l'attrait de chaque produit et les substitutions possibles entre les produits. Pour bien comprendre comment se construit la gamme idéale, nous avons rappelé le niveau d'attrait de chaque produit, donc fort en vert, moyen en orange, faible en rouge, le niveau de substitution possible de chaque produit avec d'autres produits de la gamme. Faible niveau de substitution en vert, moyenne en orange, forte en rouge. Là, le code couleur est inversé. En effet, si un produit a un faible niveau de substitution, eh bien c'est positif, donc en vert, car cela veut dire que le produit se justifie dans la gamme
parce qu'il se justifie en répondant à un univers de besoins spécifiques. Et la conséquence du niveau d'attrait et de substitution, l'ordre d'apparition, des produits dans la gamme idéale. Pour reprendre l'exemple des deux produits du slide d'avant, trio de légumes Aillé fines herbes 400 g a un attrait fort et moyennement substituable. C'est donc le pilier de la gamme, il apparaît en rang 1. A l'inverse, le trio de légumes nature 400 g qui a un attrait moyen et est fortement substituable. Ce produit n'est donc pas un pilier de la gamme, il n'arrive qu'en rang 5. Le modèle indique également la contribution de chaque produit au potentiel total de la gamme. Si nous lançons les 6 produits, on atteint logiquement 100% du potentiel de la gamme. Avec uniquement trio de légumes Aillé fines herbes 400 g, on atteint 32% du potentiel de la gamme totale à 6 produits. En rajoutant haricots verts 400 g, on rajoute 22 points de potentiel et l'on atteint déjà 54%. Donc cette courbe permet de donner des indications claires sur la longueur de la gamme optimale. Dans notre cas, on peut estimer que 4 produits sont indispensables et que rajouter plus de produits est discutable. En effet, avec 4 produits, on atteint déjà 88% du potentiel total de la gamme. L'apport d'un 5e ou d'un 6e produit est vraiment plus marginal. Passons à présent au prolongement de la démarche en optimisant la gamme, mais cette fois-ci non plus à un niveau national, mais à un niveau local, donc une optimisation de gamme point de vente par point de vente. Donc pour illustrer cette déclinaison au niveau local, nous avons sélectionné 2 magasins très proches géographiquement, de même enseigne et de surface de vente équivalente. Donc l'un étant localisé en centre-ville de Lyon et un second en périphérie ouest lyonnaise. Donc une petite carte de situation illustrant le positionnement de chacun de ces 2 points de vente, donc avec une distance d'un peu plus de 2 km qui les sépare. Et donc à partir de ces 2 points de vente, nous allons pouvoir calculer leur zone d'attraction théorique qui permet d'avoir une vision claire du pouvoir attractif de chacun de ces points de vente sur les quartiers iris à proximité immédiate. D'ores et déjà, nous pouvons voir 2 configurations bien distinctes, avec une zone d'attraction théorique pour le point de vente en centre-ville de Lyon, beaucoup plus réduite, à proximité immédiate du centre-ville, alors qu'à l'inverse, la zone d'attraction théorique à l'ouest lyonnais, à Sainte-Foy-les-Lyon, est un peu plus étalée et draine, on va dire, plus de clientèle au sud-ouest, notamment, de l'agglomération. Donc une fois ces zones d'attraction théoriques établies, nous pouvons calculer un profil de clientèle moyen sur ces différentes zones et ainsi mettre en lumière certaines disparités en termes de profil de clientèle. Donc voici 3 petits tableaux qui synthétisent les différents profils moyens sur les 2 zones d'attraction théorique de nos 2 points de vente d'études. Et nous pouvons voir effectivement 2 profils bien distincts avec en centre-ville de Lyon une clientèle plutôt jeune avec près de 40% de la population compris entre 20 et 39 ans. Beaucoup d'étudiants, donc 21%, d'autres inactifs, donc beaucoup d'étudiants et beaucoup de célibataires, donc près de 56% des personnes étant célibataires au centre-ville de Lyon. A l'inverse, pour le point de vente de Sainte-Foy-les-Lyon, on a un profil beaucoup plus âgé, avec près de 27% de la population de 60 ans et plus, et orienté plutôt famille, avec un nombre de personnes au foyer beaucoup plus important qu'au centre de Lyon. Donc nous allons à présent voir l'impact de ces différents profils de clientèle sur l'optimisation de gamme. Alors pour prolonger l'analyse, nous avons maintenant, au-delà de l'analyse Total France, effectué cet exercice d'optimisation de gamme sur les 2 magasins différents en termes de structure sociodémographique, à savoir le magasin du centre-ville de Lyon et le magasin de Sainte-Foy-les-Lyon en périphérie. Alors d'abord pour rappel, la construction de la gamme idéale au Total France, que l'on a vu ensemble précédemment, avec en vert les 4 produits
qui rentrent dans notre top 4, à savoir trio de légumes ail et fines herbes 400 g, haricots verts 400 g, purée de légumes 400 g et haricots verts 700 g. Si on s'intéresse maintenant à la construction de gamme idéale dans les deux magasins spécifiques, on va voir que la recommandation d'assortiment idéal est différente. Le magasin du centre-ville de Lyon, avec sa structure de clientèle plus jeune et plus célibataire, privilégie les purées de légumes, très tendance, au détriment des légumes bruts en gros format qui sortent de la gamme idéale à 4 produits. A l'inverse, le magasin de Sainte-Foy-les-Lyons, en périphérie, avec une structure de clientèle plus âgée et avec plus de personnes au foyer, privilégie les légumes bruts en gros format au détriment des petits formats. Les légumes bruts en gros format passent en 2e position, reléguant le même produit en petit format en 4e position. Merci Maurice. On va lancer un dernier sondage avant de clôturer ce webinaire. Avez-vous déjà été confronté à une problématique d'optimisation de gamme, que ce soit de produits ou de services, non pas au niveau national, mais à un niveau plus local? Donc oui, et c'est une problématique récurrente pour votre société, oui, mais assez rarement. Non, mais vous anticipez cette possibilité, ou non, ça ne vous concerne pas. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette dernière question de sondage. Encore quelques secondes. Je laisse le temps à tout le monde de voter. Parfait, je vous remercie. Je partage avec vous les résultats sur votre écran. Donc pour l'instant, on a une majorité de personnes qui ne sont pas concernées par l'optimisation de gamme. En revanche, on a près de 30% des participants qui anticipent cette possibilité. Donc sûrement intéressant d'avoir eu la présentation de Maurice avant ça. Et vous êtes 12% donc à avoir soit assez rarement, soit de manière récurrente, une problématique d'optimisation de gamme, de produits ou de services. Je vous remercie et je laisse la parole à Maurice pour clôturer ce webinaire. Voilà pour ces deux cas qui démontrent la pertinence de l'alliance entre études de marché et géomarketing. Il s'agit ici de deux cas d'application simples, mais les cas d'alliance pertinente entre études de marché et géomarketing sont très nombreux et variés. Donc que vous essayez une problématique proche de celles évoquées aujourd'hui ou bien une problématique différente pour laquelle ces outils pourraient vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait, merci Maurice, merci à Karen et merci à Julien. Nous allons maintenant donc prendre le temps de répondre aux questions que vous nous avez posées via votre panneau de contrôle. Évidemment, n'hésitez pas à le faire maintenant si vous n'avez pas eu le temps de le faire auparavant. Donc on va lire les questions et y répondre en direct. En attendant, je vous laisse la slide avec les coordonnées des personnes intervenant. Alors, on a Sébastien qui nous demande ce qu'est le PNB. Le PNB... Donc le PNB, c'est le produit net bancaire. D'accord, merci. C'est un indicateur de performance des agences bancaires. Parfait, merci Julien. On a Johan qui nous demande « Bonjour, pourrait-on appliquer cette méthode dans le cas inverse d'ajout d'une agence et d'en évaluer le contre-impact sur les autres agences ?» Je vais changer de répondre. Oui, ah bah oui. Non, mais vas-y Karen. Oui, tout à fait. En fait, ça reste complètement vrai point de vue étude où justement on pourrait faire le même type d'exercice pour voir quel serait l'impact dans le cadre d'implantation de nouvelles agences et savoir les clients qui se rapatrieraient sur cette agence-là. Et Julien, je te laisse peut-être compléter. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc effectivement, c'est vraiment la même logique qui peut effectivement s'implémenter pour l'ouverture de nouvelles agences. On a une question de Mathieu, je suppose, sur la présentation de Julien. Bonjour, comment sont calculées vos distances présentées ici? Vol d'oiseau ou via les routes possibles? Donc effectivement, tous les temps de parcours, en fait, c'est des temps de parcours voiture, donc calculés par isochronie à partir du graphe routier fourni par notre partenaire TomTom. Donc effectivement, on est vraiment dans la mesure des déplacements réels des individus.
et non pas uniquement via un vol d'oiseau. Merci Julien. On a Sébastien qui demande « Cette analyse d'optimisation de gamme est-elle abordable pour des petites surfaces qui ont le plus besoin de ce type d'analyse, entre parenthèses, en coût ?» Est-ce que Maurice, tu pourrais nous répondre? Ou Karen? Alors, on va faire une réponse qui est peut-être pas complètement satisfaisante. C'est vrai qu'imaginer qu'une petite surface elle-même se pose la question toute seule, on peut imaginer qu'en termes de retour sur investissement, ça peut être problématique. En revanche, à savoir si une marque peut se poser la question pour une de ses plus petites surfaces, oui, c'est complètement envisageable. En revanche, effectivement, c'est un petit peu difficile de répondre puisque, encore une fois, ce genre de dispositif peut peut demander des budgets un petit peu importants, donc ça dépend encore une fois du retour sur investissement. Mais ça demande d'être approfondi comme question. Merci Karen. Mathieu qui demande « Comment attribuez-vous les modes de consommation en fonction des profils clients à partir des enquêtes TNS ?» Comment attribuez-vous les modes de consommation en fonction des profils clients? Alors, je ne sais pas si ça fait référence aux premières études de cas ou à la seconde. En tout cas, sur la première, les modes de relations bancaires, effectivement, c'est sur la base des résultats des enquêtes TNS-Sofres, donc sur la base des typologies que nous avons menées. Et puis pour la deuxième partie sur le deuxième volet, c'est également sur la base des résultats d'études, donc de l'étude dite TURF, qu'on comprend effectivement les modes de consommation. Donc c'est bien sur la base des études qu'on a cette information-là. On a Raphaël qui demande l'assortiment par type de magasin, Lyon versus Sainte-Foy, se fait-il autrement que par un tri croisé basique? Un tri basique. Donc en fait, la méthodologie derrière, en fait, c'est on utilise les données d'enquête donc transmises par la TNS et nous procédons à un redressement en fait en fonction de la spécificité de la clientèle locale. Ok, merci Julien. Une nouvelle question de Mathieu. Comment pondérez-vous les habitudes de consommation locale à partir d'une enquête nationale? D'accord, c'est ce que je viens de dire en fait. Donc on procède à un redressement statistique en fonction du profil sociodémographique de chacune des zones d'attraction théorique. Ça nous permet de redescendre l'enquête au niveau national à un niveau local, en tenant compte de la spécificité de chacun des magasins. Parfait, merci Julien. Une question de Pauline. Pourrions-nous adopter une telle démarche via une stratégie internationale avec adaptation locale, entre parenthèses pays spécifiques? Alors complètement, puisqu'effectivement en termes d'études, en fait, les études qu'on a présentées, nous pouvons les décliner au niveau international. Et côté Asterop, Julien, je te laisse compléter, il est également possible de mener ça à l'international. Effectivement, nous avons en fait 130 pays avec des bases de données associées. Donc effectivement, on n'a aucun souci pour pouvoir déployer ce type d'analyse à l'étranger. Parfait, merci. Raphaël qui demande quel est le prix moyen d'un turf avec optimisation locale, tel que Lyon versus Sainte-Foy. C'est assez difficile de répondre à la question, ça dépend énormément de critères, comme le nombre de produits à optimiser, la cible, le pays et d'autres critères encore plus nombreux. Donc très difficile de donner une fourchette là dans l'état actuel des choses. Hélène qui demande quelle taille d'échantillon faut-il pour réaliser ces deux études. Alors sur la première étude, en fait, dans le cas que nous avons présenté, on avait un échantillon de 3000 personnes. Alors pourquoi un si gros échantillon? C'est parce que, comme je l'expliquais, on a fait une typologie relativement fine puisqu'on a souhaité bâtir 11 groupes, donc avoir des niveaux de détail suffisants. Donc en imaginant que certains groupes représentent une faible proportion des clients, il était important de partir sur un gros échantillon. Si on veut partir sur des typologies un petit peu moins fines, on peut imaginer des échantillons plus petits. Pour la partie optimisation de gamme, sur le cas présenté aujourd'hui, nous étions sur une taille d'échantillon de 500 répondants.
Une question de Johan. Bonjour, pourrait-on appliquer cette méthode dans le cas inverse d'ajout d'une agence et d'en évaluer le contre-impact sur les autres agences? Oui, donc On l'a déjà fait. ça on a répondu Là. tout à l'heure. Ouais. Excusez-moi, j'étais pas sûre de l'avoir fait. Il y a pas de problème. Les inconvénients du direct. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? David qui demande à combien coûte une étude de ce type. Donc, un peu la même question que tout à l'heure. Alors c'est assez variable parce qu'en fait ça va dépendre de plusieurs choses. Donc déjà la taille d'échantillon, on vient de l'évoquer, entre une étude sur 3000 interviews, une étude plus petite, ça va pas être le même coût, mais également par rapport à la cible qu'on va interviewer. Imaginons qu'on travaille donc sur l'univers bancaire, lorsqu'on va aller chercher on va dire du tout venant ou est-ce qu'on va chercher des gens, une clientèle dite par exemple patrimoniale avec des gros revenus, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus coûteux. Donc c'est très variable et vraiment chaque cas en tout cas d'un point de vue étude, mais également d'un point de vue géomarketing, nécessite d'être regardé dans le détail pour pouvoir donner à minima une fourchette. Merci Karen. Alors j'ai une question assez développée de Marthe. Bonjour, tout d'abord merci pour cette présentation. J'envisage au sein de ma société de développer un outil de géomarketing pour nos distributeurs. Comment envisager de développer des cartes interactives avec nos clients sans pour autant dévoiler des informations confidentielles internes? Julien, est-ce que tu pourrais répondre? Tu peux me rappeler la question? Comment, C'est un peu longue. comment envisager de développer des cartes interactives avec nos clients sans pour autant dévoiler des informations confidentielles internes? Question de confidentialité des données en fait. D'accord, bah après il suffit d'anonymiser, on va dire, les cartes de restitution. Je pense pas que ça soit un frein à ce type d'analyse. Bon, Marthe, si vous voulez préciser votre Mais après, question, pour plus de n'hésitez détails, pas. effectivement. Oui, après je suis à votre disposition, ainsi que Karen et Maurice, pour tout élément complémentaire, pour qu'on rentre plus dans le détail, on va dire, par rapport à votre problématique. Parfait, merci. On a Jean-Pierre qui demande combien de temps cela prend-il pour réaliser une étude de marché? Pour la partie optimisation de gamme, il faut compter un minimum de 6 semaines pour la partie étude de marché, mais à cela il convient de rajouter la partie géolocalisation. Donc environ, ouais, exactement, donc environ 6 semaines également après la fourniture des données d'enquête. Donc on est plutôt sur un cycle, on va dire à minima de 3 mois pour avoir une prestation complète. Absolument. Et on a Tatiana qui demande si ces exemples sont des cas réels ou théoriques. Alors oui, tout à fait, ce sont 2 cas réels. On a juste modifié légèrement les noms des produits pour la partie optimisation de gamme par exemple, ou bien modifié légèrement le nom des groupes typologiques sur la partie rationalisation de réseau. On a également limité le nombre de groupes typologiques que l'on a montré aujourd'hui, tout ça dans un souci de confidentialité, mais il s'agit de 2 cas réels réalisés en partenariat entre TNS Sofres et Asterop. Et une question pour Julien de Christine. Pouvez-vous détailler la méthodologie qui permet de construire des zones d'attraction théoriques? D'accord, donc la construction des zones d'attraction théoriques s'appuie sur un modèle gravitaire qui intègre à la fois le positionnement donc, de chacun des points de vente, mais également l'attractivité de chacune des enseignes, ainsi donc que la distance physique entre les différents points de vente, afin de déterminer un taux d'influence exercé par chacun des points de vente sur les quartiers environnants, ce qui permet de délimiter la zone de rayonnement, donc la zone d'attraction théorique de tous les points de vente de votre réseau. Parfait, merci Julien. Une question de Sébastien, donc je vais essayer de bien la formuler puisque j'ai demandé des précisions, elle ne me semblait pas très claire. La proximité s'enflamme et vous ne lui répondez pas, ce serait intéressant de le faire pour des indépendants, entre parenthèses, volume d'études vendues. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre... Ah oui, par rapport au coût des études, donc c'est précisé.
Oui, alors en fait, je ne sais pas si c'est le point qu'on évoquait précédemment. Ce que vous indiquez ici, c'est de dire c'est intéressant pour des petits acteurs de pouvoir avoir accès à ce genre d'études. Mais dans ce cas, le seul moyen, c'est éventuellement de mutualiser, mais c'est très compliqué dans ce genre d'études puisque on va travailler spécifiquement pour un client pour une situation donnée. Donc on entend votre point si on l'a compris, mais ça paraît effectivement un petit peu compliqué de mutualiser des coûts sur ce type d'études. Et Sébastien qui demande comment répondrez-vous à une évolution du marché en ce sens? Pour la partie optimisation de gamme, on a de plus en plus de demandes dans ce sens, puisque les gammes de produits sont de plus en plus développées, les marchés sont de plus en plus bataillés, les distributeurs demandent de plus en plus d'avoir des gammes adaptées et spécifiques, donc c'est une demande de plus en plus forte de notre côté. Dernière question donc de Raphaël, cette approche est-elle aussi disponible pour des études conduites à l'étranger? Raphaël n'a pas écouté nos réponses précédentes. Oui, oui, la réponse est oui. Nous pouvons tout à fait mener les études de marché à l'international et les outils de géomarketing, le disait précédemment Julien, peuvent aussi être déclinés au niveau international. Effectivement. Et une question de Stéphanie. Bonjour, est-il possible de demander une étude géomarketing sur la base d'une étude TNS Sofres parue il y a déjà quelques temps? Alors oui, tout à fait. La seule dimension, c'est on va dire la validité des données. S'il n'y a pas eu de changement majeur sur le marché, on peut très bien imaginer travailler sur des données existantes. En revanche, le propre de ces études-là va être ce qu'on évoquait, à savoir de comprendre le comportement d'aujourd'hui, éventuellement de demain. Donc si l'étude ne date pas trop, oui. Sinon, elle mérite peut-être un rafraîchissement. Parfait, merci beaucoup. On arrive à la fin des questions. Il est 14h25 passé. Écoutez, on était ravis de vous voir aussi nombreux et de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, que ce soit Karen, Maurice, Julien ou même moi, on répondra avec plaisir à vos demandes et on les fera passer aux personnes si besoin de notre côté. On se permettra de vous recontacter pour vous soumettre une enquête de satisfaction suite à ce webinaire dans les jours à venir. Et à cette occasion, vous pourrez demander de recevoir la présentation PowerPoint ainsi que la vidéo de l'enregistrement du webinaire. Sachez que de toute façon, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de renseignements et de toute façon à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit TNS Sofres ou Asterop, sur LinkedIn, Viadeo, Twitter ou YouTube. On vous souhaite à tous une excellente journée et merci de votre intérêt. Merci à tous et merci de votre attention et on espère à bientôt.